Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Faut-il instaurer un revenu minimum pour les jeunes? En pleine campagne présidentielle, le débat est relancé alors que la crise du Covid a montré la fragilité de la jeunesse française. De nombreux candidats proposent aujourd'hui un revenu minimum pour les 18-24 ans, revenu citoyen, revenu étudiant, allocation d'autonomie. Les appellations et les périmètres diffèrent, les montants aussi d'ailleurs. Alors bonne ou mauvaise idée, le revenu minimum peut-il relancer l'employabilité des jeunes sur le marché du travail? Et on va poser la question à nos deux invités. Jean-Baptiste Achard nous accompagne, cofondateur de StaffMe, plateforme, je le répète, de mise en relation entre jeunes freelances et entreprises. On vous connaît bien, Jean-Baptiste Achard. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Stéphane Marchand, directeur, rédacteur en chef du magazine économique pour l'Écho. Je crois qu'on va voir l'image de la une de économiste qui est contre politique, c'est ça? Qui va gagner le match? Stéphane Marchand, merci aussi de nous accompagner aujourd'hui sur le plateau. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, merci à tous les deux d'être là. Stéphane Marchand, pour reprendre une phrase du président de la République, pourquoi c'est dur d'avoir 20 ans en 2020? C'est dur, en 2020 particulièrement. Je crois que c'est toujours assez dur d'avoir 20 ans en réalité. Il y a des grands auteurs qui l'ont très bien expliqué, bien mieux que moi. Mais en 2020, c'était très dur parce qu'on était tout seul, tout simplement. Il y a quelque chose d'impératif quand on est un être humain, et surtout quand on a 20 ans, c'est de rencontrer des gens. Et en 2020, il y avait beaucoup de jeunes qui ne pouvaient pas rencontrer, qui vivaient tout seuls et qui étaient dans une situation à la fois de travail solitaire, de vie solitaire, de précarité financière. Et par conséquent, pour beaucoup d'entre eux, ça a tourné, certains d'entre eux, au véritable traumatisme. Vous parlez de précarité, justement, Stéphane Marchand. La crise sanitaire a aggravé, a accentué ce phénomène de précarité de la jeunesse française, indéniablement. Certainement, d'autant plus que même si la situation, la précarité financière ne s'est pas aggravée en tant que telle, la précarité psychologique qui est très 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 importante. À 20 ans, c'est le moment où on se structure pour se projeter vers l'avenir. Si à ce moment précis, qui n'est pas réplicable, c'est pas la même chose à 25 ans ou à 15 ans ou à 30 ans. À 20 ans, c'est le moment où il faut être en position de se projeter dans l'avenir. Si on est bloqué à ce moment-là pour une raison ou pour une autre, c'est une vie qui est en danger. C'est un développement qui est en danger. C'est une richesse pour le pays qui est en danger aussi, bien entendu. Je vois ça sous cet angle-là. Moi, je suis un économiste. Jean-Baptiste Achard, c'est intéressant ce que dit Stéphane Marchand sur cette précarité presque psychologique. Il y a la précarité financière, mais la précarité psychologique, ça aussi, vous l'avez ressenti auprès des jeunes avec qui vous travaillez. Je le répète, vous êtes une plateforme de mise en relation donc avec des jeunes et des entreprises. Cette précarité psychologique, vous l'avez ressentie? Bien sûr, parce que, comme le disait parfaitement M. Marchand, il y a cette solitude, cet isolement qui a été fort pendant cette crise et qui a engendré une vraie précarité psychologique, mais il y a aussi la précarité financière et je pense qu'il ne faut vraiment pas l'oublier. On l'a vu et ça a été mis en exergue au moment des différents confinements successifs. Je crois qu'il y a une statistique qui était sortie qui disait qu'un étudiant sur deux avait dû avoir recours à l'aide alimentaire. Donc il y a un vrai sujet profond de précarité étudiante. Et je pense qu'il y a un deuxième sujet, et on en reparlera peut-être, mais qui est important, c'est aussi celui de l'employabilité. Quand on regarde les chiffres notamment de l'employabilité des jeunes, et notamment qu'on peut calculer par le taux de chômage à la sortie de leurs études, on voit qu'on a un taux d'employabilité, un taux de chômage qui est 3 fois plus élevé en France que par exemple chez nos voisins allemands. Et nous on l'explique par un manque de fréquentation du monde de l'entreprise, par un manque de familiarité au monde de l'entreprise par ces jeunes et particulièrement par les étudiants. Donc vous allez nous dire alors comment vous vous placez sur ce revenu minimum, ce revenu étudiant favorise ou non l'employabilité des jeunes, vous allez nous dire. Stéphane Marchand, comment expliquez-vous l'arrivée du revenu minimum dans le débat présidentiel? Pourquoi aujourd'hui? Alors je pense qu'on est en campagne présidentielle, donc on est dans un moment de grande démagogie. C'est les règles du jeu. Moi personnellement, je ne suis pas favorable à un revenu minimum pour les étudiants. Ce qui est très important, c'est au cas par cas étudier chaque étudiant. Et pour ceux qui en ont besoin, à ce moment-là, il faut mettre le paquet. C'est-à-dire véritablement leur donner toutes les chances, y compris financières, pour qu'ils réussissent ce qu'ils sont en train de faire. Arroser de l'argent public de manière indiscriminée pour offrir un revenu étudiant qui ne pourra être, parce que les finances publiques sont les finances publiques, qui ne pourra être qu'une somme relativement dérisoire, eh bien, à mon avis, cela ne sert à rien.
mais c'est une promesse facile à faire, donc elle est faite régulièrement. En revanche, ce que je dirais que si ce système est pratiqué sérieusement, de manière soigneusement sélective, il peut donner des résultats extraordinaires. C'est le cas par exemple du Danemark, qui a un revenu étudiant, qui le pratique bien. Et à ce moment-là, là, ça peut marcher. C'est le Bien problème. pratiquer le revenu étudiant, c'est-à-dire, vous parlez donc d'individualisation de ce revenu minimum étudiant, c'est-à-dire que ce sera en fonction des ressources, de la filière aussi peut-être. C'est à la fois un problème d'individualisation, vous avez raison, mais c'est aussi un problème, je dirais, d'ordre philosophique, c'est-à-dire, au lieu de faire de la redistribution, il faut se placer dans un état d'esprit de prédistribution, c'est-à-dire distribuer des ressources à des jeunes de manière à ce qu'ils les utilisent, soit pour créer une entreprise, soit pour faire un diplôme, faire une école, faire une université, mais de ne pas être dans une logique d'assistanat. C'est toujours le problème des systèmes gigantesques à la française, c'est que leur gigantisme, justement, et leur indiscrimination finit par sceller leur sort. Jean-Baptiste Achard, pour qu'on comprenne bien, comment on peut faire un résumé aujourd'hui des propositions des candidats. Stéphane Marchand parlait d'un montant dérisoire, ou qui serait possible en tout cas à mettre en place, ce serait un montant dérisoire. Aujourd'hui, je crois qu'on est plutôt entre 700 et 1000 euros, c'est à peu près ça. Voilà, comment on pourrait faire globalement un résumé des propositions aujourd'hui? En moyenne, on est à peu près à 800 euros. En fait, quand on regarde un peu le paysage politique, en tout cas les 12 candidats qui du coup, ont passé le cap des 500 signatures, on a grosso modo l'aile gauche qui est sur, donc ça va de Fabien Roussel jusqu'à pas Christiane Taubira, mais Anne Hidalgo, qui sont sur un revenu jeune à peu près de 800 euros par mois. Donc si on le chiffre, 2 700 000 étudiants, on est à peu près à 26 milliards par an. Et puis ensuite, vous avez l'aile droite qui encourage plutôt le travail étudiant plutôt que ce revenu étudiant. Donc vous avez Valérie Pécresse qui a notamment fait une proposition sur la création automatique d'un statut de jeune entrepreneur. Donc on pourrait assimiler à un statut de micro-entrepreneur dès 16 ans pour tous les jeunes de façon automatique. Et Marine Le Pen qui, elle, souhaite faire une sorte de prime d'activité pour les étudiants quand ils travaillent. Quant à Emmanuel Macron, il ne s'est pas encore prononcé sur le sujet. Ce qu'on peut imaginer, c'est que vu sa posture et l'axe qu'il souhaite donner à sa campagne, c'est-à-dire la mise en avant de la valeur travail, qu'il rejoindra plutôt l'aile de ceux qui promeuvent le travail étudiant plutôt que le revenu étudiant simple. Vous le disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste Achard, je vais vous faire réagir Stéphane Marchand, mais Jean-Baptiste Achard, vous le disiez tout à l'heure, vous préconisez un lien avec l'entreprise, un lien avec le monde professionnel. Il faut que l'étudiant se confronte à un moment au milieu professionnel. Donc vous seriez plutôt contre, vous, ce revenu minimum étudiant, ou en tout cas, selon vous, c'est pas forcément la bonne idée aujourd'hui pour relancer l'employabilité des jeunes? Alors, je pense qu'en fait, il y a un sujet de précarité étudiante, il y a un sujet d'employabilité. Le problème, c'est qu'avec le revenu étudiant, universel, vous ne répondez pas à ce sujet de l'employabilité. Vous répondez certes à celui de la précarité, mais vous ne répondez pas à celui de l'employabilité, qui est le vrai sujet, selon nous, chez les jeunes en France. Quand on regarde notamment les statistiques, on voit que les jeunes étudiants, les étudiants français sont au 25e rang, la France avec ses étudiants au 25e rang des pays dans lesquels les étudiants travaillent le plus. Donc on est vraiment à la traîne en Europe, on est à 40%, quand on compare à l'Allemagne qui a 71% de ses étudiants qui travaillent en parallèle de leurs études, aux Pays-Bas 77%, au Danemark, vous citiez tout à l'heure, 62%. Donc ce qu'on pense, c'est qu'il faut plutôt encourager justement ce travail étudiant, cet à côté qui a déjà été fait en grande partie avec le développement de l'alternance, mais maintenant aussi via le job ponctuel, le travail occasionnel qu'on pourrait limiter à, par exemple, 15 ou 20 heures par semaine via la création d'un contrat de travail étudiant. C'est ce qui existe en Belgique, c'est ce qui existe en Allemagne et qui permet justement cette familiarité des étudiants au monde de l'entreprise, ce qui à la fois est un outil de lutte contre la précarité, mais surtout favorise leur employabilité à la sortie de leurs études. Stéphane Marchand, sur cette familiarité justement avec le monde professionnel, moi j'ai une question quand même. Un jeune peut-il cumuler sereinement, selon vous, des études et un job étudiant ? Alors, je vais vous répondre, mais avant, je voudrais répondre à Jean-Baptiste Achard. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je crois qu'en France, on est obsédé par l'acquisition des connaissances. C'est important.
indéniablement, mais ce qui est le plus important pour l'employabilité, c'est la compétence. Et je crains qu'en France, on ait tendance à confondre les deux choses. Les deux choses ne sont pas les mêmes. Pour passer de la connaissance à la compétence, il faut effectivement la familiarité avec l'employeur. Et c'est donc pour cette raison que le fait de faire des stages, de travailler un petit peu, et j'en viens à votre question, faut-il travailler pendant qu'on fait ses études dans une certaine limite? Les études, c'est quand même un moment sacré. C'est un moment, pendant 4-5 ans dans votre vie, vous allez acquérir des connaissances, je viens d'en parler, peut-être des compétences, et vous allez vous éclairer sur des domaines sur lesquels vous n'auriez pas été notamment. Donc ça, c'est un moment très important. Ensuite, est-ce qu'il faut travailler? Je pense que c'est une bonne idée, c'est même une très bonne idée, mais pas trop. Je lisais récemment un article disant que 15 heures par semaine était un seuil qui était recommandé, peut-être d'ailleurs c'est le rapport, en fait, c'est un rapport de l'IGESR, donc qui est l'inspection liée à l'enseignement, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui dit qu'en deçà de 15 heures par semaine, le travail occasionnel pour un étudiant est bénéfique parce que ça lui permet de rencontrer des professionnels, de se projeter dans des univers de travail, de se créer un réseau, d'ajouter des lignes à son CV, etc. etc. Et au-delà de 15 heures par semaine, alors ça prend le pas sur ce qui doit être son activité principale, c'est-à-dire ce sont ses études. Et ce qu'on voit, c'est que notamment pour rester dans ce cadre de travail occasionnel, les pays qui ont mis en place des contrats de travail étudiants le font de façon limitée. C'est-à-dire que, par exemple, en Belgique, vous avez un quota de 475 heures annuelles que vous ne pouvez pas dépasser. Et en Allemagne, vous avez, alors là, c'est un modèle hebdomadaire, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler pendant plus de 40 semaines par an à plus de 20 heures par semaine. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez cette notion de travail occasionnel qui n'empiète pas du coup sur l'activité principale de l'étudiant qui est d'étudier. C'est important de ne pas empiéter en effet sur le temps scolaire et donc sur la réussite scolaire. Dernière question, il nous reste une petite minute. Stéphane Marchand, une mesure économiquement non viable, en tout cas selon vous, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Juste une question, diriez-vous que cette campagne, elle est tournée vers la jeunesse? Voilà, le revenu minimum étudiant donc, fait partie des propositions des candidats à la présidentielle. Voilà. On a une campagne qui est tournée vers la jeunesse, là, aujourd'hui, on va terminer là-dessus. Alors, dans un système où on a massifié l'enseignement supérieur, il est clair que le calcul évoqué par Jean-Baptiste tout à l'heure, le monde, 26 milliards d'euros, c'est terminé, ça ne se fera pas. Deuxièmement, est-ce que la campagne est tournée vers les jeunes? Non. La campagne est évidemment tournée exclusivement vers la guerre Ukraine-Russie, qui occupe évidemment tous les esprits, et l'avenir des jeunes, si important soit-il, est totalement obscurci par ce gigantesque enjeu qu'est la paix, tout simplement, la paix en Europe. C'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de paix en Europe. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Jean-Baptiste Achard, je le rappelle, cofondateur de StaffMe, Stéphane Marchand, rédacteur en chef du magazine économique pour l'Écho. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite sur Bismart.